de réunion pacifique et à la liberté d'association. Avant d'en arriver là, les faits, que se passe-t-il? Pourquoi cette ordonnance poserait-elle problème? Marius Komoué. Alors, il faut dire que l'ordonnance a été voulue par le ministère de l'Intérieur à la suite de multitudes d'informations et d'enquêtes menées tant au niveau national qu'au niveau international sur le financement des OSC, les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Le financement des organisations de la société civile. Le financement, surtout le financement et les rapports entretenus par ces organisations avec des partenaires extérieurs. Et donc, pour l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur, il urgeait. D'abord, il faut rappeler que la loi de 1960 qui régit toute création, tout fonctionnement et toute organisation des associations en Côte d'Ivoire était devenue caduque. Et sous le ministre Ahmed Bakayoko, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur, paix à son âme, nous avions déjà commencé les séances de travail à travers des ateliers, des séminaires, en vue de réformer la loi et l'adapter au contexte de fonctionnement des organisations de la société civile à l'état actuel des choses. Et donc, c'est une suite logique du travail abattu par le prédécesseur du ministre Vagondo, que sous j'allais dire, les inspirations du ministre Vagondo, nous nous sommes retrouvés encore dans les échanges. Mais là où le bas blesse, c'est qu'au moment où l'ordonnance sort, on se rend compte que désormais, au niveau même du financement des organisations de la société civile, c'est-à-dire des associations, l'État aura un droit de regard. Dès lors que l'ordonnance impose aux organisations de la société civile de rendre compte à l'État de leur financement, de leur source de financement, et bien évidemment du fonctionnement de leurs organisations en faisant un rapport annuel de leur activité au plan financier, au plan technique et autres à l'État. Mais au-delà de cet aspect des choses, il ne faut pas oublier que les organisations de la société civile, les 5 signataires, dénoncent le fait que, bien évidemment, cette loi entache, à n'en point douter, la liberté justement des associations en Côte d'Ivoire. Et je reviendrai sur le sujet. Merci Marius d'avoir donc posé ainsi les pieds dans le plat. Alors notre invité arrive, monsieur Éric Aimé Sémian, il est président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Il y a eu donc un collectif de 5 organisations qui ont fait donc qui ont saisi la rapporteure spéciale de l'ONU. Est-ce que votre organisation a été signataire? Je suis membre de la plateforme pilotée par le CIVES de Christophe Kwame, mais je ne suis notre organisation. Les organisations de consommateurs ne sont pas signatrices justement de cette ordonnance. Et pourquoi pardon, de ce mémorandum. Pourquoi rapidement? Non, voyez-vous, nous fonctionnons beaucoup plus différemment. Très bien. Voilà, nous avons un fonctionnement qui diffère des autres associations. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui spécifie clairement sur le fonctionnement des associations de consommateurs, qui n'est pas la loi de 1960, aujourd'hui retouchée, réadaptée avec l'ordonnance. Nous fonctionnons avec le code de la consommation. Très bien. Merci beaucoup, Marius Komoué, d'avoir éclairé sur ce sujet. Monsieur Sémian, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en accord avec le fait que cette ordonnance-là puisse dire il faut, attention, regarder les sources de financement des OSC, donc des organisations de la société civile? Vous vous dites, attention, nos libertés, la liberté fondamentale est mise à mal. Réaction? Merci, madame. Je crois que nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs points autour de cette ordonnance. Et avec votre permission, je voudrais commencer dans un certain ordre. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Il faut dire, à la suite de M. Komoué, que je salue, avec tout mon respect, le processus, n'est-ce pas, d'adoption d'un projet de loi autour des associations, des ONG et organisations de la société civile avait débuté avec des concertations. Et nous avons été bel et bien partie prenante de ces concertations. C'est-à-dire pour faire prévaloir, n'est-ce pas, nos arguments. Autour de 2021-2022, on n'a plus eu de nouvelles, jusqu'à ce que, à notre grande surprise... Ces concertations ont eu lieu quand? Je crois que la première a commencé, si mes souvenirs sont exacts, en 2019. 2019, et donc c'était un processus intelligent, piloté par le ministère de l'Intérieur, dans lequel nous nous retrouvions, n'est-ce pas? À partir de 2022, nous n'avons plus été associés à quoi que ce soit. Au dernier atelier qui a eu lieu à Grand Bassam, on nous a dit on vous reviendrait. Nous vous reviendrons, pardon, avec d'autres éléments. Mais grande est notre surprise. En 2024?
Non, en 2022. 2022, oui. Voilà. Alors Fin 2022, je crois. on vous dit on vous revient. On vous revient. Et en 2024, vous Et découvrez... puis à notre grande surprise, on découvre dans le journal officiel une ordonnance. Vous savez, une ordonnance, c'est l'exécuteur par provision. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas dans ce test. Je vous donne les raisons. Premièrement, sur la forme. Sur la forme, il était question d'un projet de loi pour aboutir, n'est-ce pas, à une loi. Parce que jusqu'à présent, on était régi par la loi de 1960 sur les associations. Comme il a dit, oui. Une ordonnance, ce n'est pas une loi. Une ordonnance, c'est un acte du président de la République pris dans le domaine qui est réservé à celui de la loi. Généralement, quand le président de la République le fait, c'est qu'il y a soit urgence, ou bien qu'il veut mettre en œuvre un programme qui lui tient vraiment à cœur, pour lequel il peut se passer, n'est-ce pas, du débat. Mais là, s'agissant des organisations de la société civile, nous sommes au cœur du noyau dur des droits de l'homme. Et donc là, on ne légifère pas en vrac, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc sur la forme, on n'a pas besoin d'une ordonnance, il faut une loi. Ce n'est pas nous qui le disons. L'article 101 de la Constitution dit que le domaine des libertés publiques et toutes les garanties qui vont avec relèvent du domaine de la loi. Vous comprenez? Et l'article 106 pose une exception qui dit que le président de la République peut prendre une ordonnance, mais je veux dire, l'ordonnance, elle doit être exceptionnelle. L'ordonnance n'est pas le principe. Alors pendant qu'on discute sur un projet de loi, on est surpris de découvrir une ordonnance. Vous comprenez? Ça, c'est sur la forme. Et jusque-là, notre démarche, elle est purement républicaine. Notre démarche est purement juridique. Sur le fond, alors, on a un sérieux problème avec le design. Qu'est-ce qui gêne dans ce design? La réglementation sur les organisations de la société civile, qui sont au cœur des libertés publiques, est mise en lien avec la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Où est le rapport? Est-ce qu'il n'y a pas de fait antérieur dans certains pays qui pourraient penser que... Mais même si ça peut penser, est-ce qu'il y a un précédent en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a déjà une législation sur le blanchiment d'argent et sur la lutte contre le terrorisme. Donc, le sous-jacent est gênant. C'est-à-dire, on veut réglementer le travail des organisations de la société civile, mais en même temps, on le met en lien avec la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent. Est-ce qu'on veut dire par là que les organisations de la société civile sont un canal certain par lequel ces phénomènes-là se produisent? Vous pouvez répondre à la question? Comment est-ce que vous l'évaluez, justement? Dans la mesure où il n'y a pas de précédent. Et puis, on a déjà un arsenal juridique sur le blanchiment d'argent et sur la lutte contre le terrorisme. Donc là, nous, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui détermine le cadre d'exercice de la société civile. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, deuxièmement, vous savez, la société civile dans notre pays est réglementée dans la Constitution. Et ce n'est pas moi qui ai écrit la Constitution, ce n'est pas nous qui avons écrit la Constitution, ce n'est pas ce collectif d'ONG. À l'article 26 de la Constitution, vous pouvez regarder, vous voyez que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. C'est ça. C'est une avancée. C'est cela. Même au Sénégal, au Burkina Faso, ça n'existe pas, ce n'est pas écrit comme ça. Donc quand on consacre la société civile comme entité d'appui à la démocratie, il faut la doter, n'est-ce pas, de leviers nécessaires pour lui permettre de jouer son rôle d'appui à la démocratie. Donc, on ne finit pas de dire ça, que la société civile est un moyen d'expression de la démocratie, qu'elle contribue au développement socio-économique et culturel du pays. Et puis, dans l'ordonnance, nulle part et à aucun moment, on ne parle du cadre d'exercice de la société civile, de ses relations avec les pouvoirs publics constitués, de comment est-ce qu'elle interagit avec l'exécutif, avec le pouvoir judiciaire, etc. etc. C'est-à-dire, comment est-ce que la société civile appuie cette démocratie? On n'en parle pas. Troisièmement, dans cette ordonnance, l'économie de la lecture nous permet de dire qu'il n'y a que des obligations pour la société civile et pas de régime de droit. On doit faire ceci, on doit faire ceci. Et le tout assorti de sanctions pénales. Alors c'est quand même surprenant. On veut organiser l'espace des libertés publiques. Qu'est-ce qui dérange? C'est quoi le problème en fait? On ne peut pas réglementer une corporation à l'insu de cette corporation. On veut bien savoir qui a écrit ce test et avec qui, avec quelles organisations de la société civile. Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Si vous voulez, je peux continuer. On va s'arrêter là. Les points de désaccord, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, mais on comprend en toile de fond. Il y a un néanmoins, qui est très important. Allez-y, rapidement. À l'article 22 de cette ordonnance, vous voyez que le Conseil des ministres a la possibilité de dissoudre les ONG. Malheureusement. Qui ne travailleraient pas dans le sens de l'ordre public, de la sécurité publique, de la cohésion sociale et celles qui jetteraient le discrédit sur le fonctionnement, sur les institutions de la République et leur fonctionnement. Tout à fait. Et le tout assorti de sanctions pénales. Madame, je l'ai dit tantôt, dès l'instant où le tout est assorti de sanctions pénales, nous sommes en droit pénal. Très bien. Donc comme nous sommes en droit pénal, il y a des sanctions, mais il faut bien définir ces notions. C'est-à-dire appliquer à ce cas, ça serait quoi l'ordre public? Ça serait quoi la cohésion sociale? Et tout ceci est laissé au libre arbitre de l'exécutif. Vous comprenez ce qui veut dire? Je peux aujourd'hui, en tant qu'acteur de la société civile, dans mon rôle de contrôle citoyen de l'action publique, comme la Constitution me donne, n'est-ce pas, le mandat, dire que nous ne sommes pas d'accord avec telle décision de justice qui est rendue. La justice est rendue au nom du peuple.
On peut ne pas être d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cette commission électorale indépendante telle qu'elle fonctionne, truffée d'acteurs politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de gouverner. Et qui apprécie que ce que je dis ne va pas dans le sens de l'autre, c'est même pas un juge, c'est le Conseil des ministres. Ça nous pose problème. On vous a entendu, monsieur Éric Aimé Sémian. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche qu'il est le président de l'Observatoire des droits de l'homme. Et justement, nous parlons de cette ordonnance qui pose problème selon les organisations de la société civile. Daouda, monsieur Sémian a fait donc la litanie, nous a fait l'économie de tout ce qui pourrait gêner, non, de certains points, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les égrener, c'est clair. Mais votre avis m'intéresse, Daouda, sur le plan. Donc, moi, je ne donnerai pas un avis, puisque M. Sémian est un acteur de la société civile et défenseur des droits humains. Moi, je voudrais lui faire cas d'un cas pratique. Parce que tout à l'heure, vous avez donné des exemples de, comment on appelle ça, de griefs que vous pourriez avoir contre l'exercice du pouvoir au niveau de la CEI. Prenez un cas. Il y a un acteur de la société civile, une organisation de la société civile qui, dernièrement, dans la crise des 49 soldats, s'est retrouvé au Mali, allé discuter avec les autorités maliennes, et qui est revenu au pays, et finalement qui s'est remis en train de chercher à rencontrer, et même à rencontrer certaines familles de soldats. Dans une situation où même certains anciens présidents se sont gardés de s'immiscer dans cette affaire. Vous, acteurs de la société civile, quel est votre regard sur cette action de ce confrère de la société civile? Daouda, excusez-moi. Oui. Donc, en toile de fond, ce genre de type de mouvement ou d'action pourrait être à l'origine, justement, de voilà, donc, en fait, quand on regarde la position, je ne dis pas que ce que l'État fait est bon, mais je mets un cas pratique. Est-ce que, quand une organisation de la société civile pose de tels actes, où il y a deux États qui sont plus ou moins en refroidissement diplomatique, quel est votre regard sur cette position de cet acteur de la société civile? Oui, je voudrais savoir quelle est sa question précise, parce que vous me mettez face à un cas, on n'a pas tous les éléments, ou bien vous avez des référents, il s'agit de qui? Non, je parle pour être plus précis, je suis plus précis, je parle du cas Pichéric Balé, qui est votre conseiller dans le cadre de la société civile, qui dernièrement s'est retrouvé au Mali dans l'affaire des 49 soldats, de la crise des 49 soldats, qui après est revenu au pays, elle a été arrêtée. Est-ce que selon vous, cela ne pourrait pas pousser l'État à dire, je vais prendre des mesures comme ça? Donc je vous demande, c'est un cas pratique pour nous éclairer en fait. Est-ce que cela vous permet de pouvoir répondre à la question? Ce que nous pensons de cette situation qui s'est déroulée. Alors, il faut dire qu'il faut garantir à la société civile sa liberté d'action. Dès l'instant où cette affaire des 49 soldats avait, je vais dire, c'était plus un secret défense. C'était une situation qui avait explosé et qui concernait tous les Ivoiriens. Tous autant que nous sommes, on était concernés. N'est-ce pas? Ce que nous avons reproché, c'est le fait que le trouble à l'ordre public qui lui était reproché n'avait pas été clairement établi. Qu'est-ce qu'on lui reprochait clairement? Comme acte de sédition, comme acte, n'est-ce pas, manœuvre visant à déstabiliser le territoire, le pays, pardon, qui avait été posé. Jusque-là, nous ne voyons pas. Le fait d'aller rencontrer les parents des victimes, n'est-ce pas que c'est des Ivoiriens? Alors pourquoi vous prenez ce cas? Moi, je vous ramènerai d'autres hypothèses. Il y a eu des hypothèses où on s'est affronté, on a bien fait la guerre dans ce pays. Il y a eu des victimes. Il nous est arrivé d'aller rencontrer des parents, des familles de victimes, etc. Est-ce que ce n'était pas des affaires ivoiro-ivoiriennes au lieu d'affaires ivoiro-maliennes? Peu importe, tant que des Ivoiriens peuvent parler à d'autres Ivoiriens, ne serait-ce que pour leur apporter quelques réconforts que ce soit, nous, ça nous va. Nous, on attendait, quand on dit qu'un de nos collègues est arrêté pour trouble à l'ordre public, qu'il soit établi qu'on l'a vu en train de fomenter tel truc avec... Voilà, comme ça, on aurait pu comprendre. Alors, mais selon vous, donc, une telle action ne peut pas justifier donc, la prise d'une telle ordonnance, ce genre d'action. Si tant est qu'on est dans l'exemple de Daouda. Si on part dans l'hypothèse que M. Daouda a eu à utiliser, le mot trouble à l'ordre public, il est quand même fort. Hein? Très bien. C'est tellement fort qu'il ne faut pas regarder ce que les acteurs de la société civile posent pour dire que non, ça c'est trouble à l'ordre public, à l'opposé et à rebours. Autour de cette même affaire, mais il y a eu d'autres acteurs publics qui ont dit à chacun son malien. Vous comprenez? Oui. Vous pouvez donner des exemples parce que moi, on ne sait pas ses contemporains. Il y a eu d'autres acteurs politiques. En fait, ce que nous avons noté, on n'est pas venu faire le procès de cette affaire. Mais ce que nous avons noté, c'est, si vous voulez, il ne faut pas réagir à géométrie variable. Quand il y a un problème, est-ce que ce qui était reproché à la collègue, c'était le fait qu'elle n'était pas d'accord avec la position officielle ou bien qu'elle pensait autrement? Vous comprenez? On n'est pas tous obligés d'être d'accord dans un État. Face à une crise qui oppose la Côte d'Ivoire à un autre pays, dans les informations qui nous sont données, nous avons le droit de dire qu'il y a anguille sous roche, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est notre droit. Et de dire que peut-être que l'État devrait fonctionner comme ci ou devrait fonctionner comme ça.
comprenez? Très Voilà. bien. Écoutons Et Élisée on a cette Bonoube. liberté. Élisée, question. Okay. Moi, j'ai un commentaire suivi d'une question. Le commentaire, c'est que, à écouter M. Sémian et éventuellement nous référant aux articles de la Constitution, je pense que ce qu'il dit quelque part a un fondement, assez solide. Oui. Déjà, sur la question même de comment est-ce qu'on peut légiférer sur les libertés. La Constitution déjà consacre ces libertés-là et le droit d'association qui est contenu dans la Constitution est vraiment très clair sur cet aspect. Je pense que c'est des éléments quand même, on est dans un pays où je dis toujours, nul ne la science infuse. On peut avoir pris une décision pensant qu'elle était opportune ou qu'elle était bonne. Mais au regard des retours qu'on a, on peut avoir l'humilité de reconnaître que, mais en termes de procédure, il y a certainement quelque chose qui a été vicié. Pourquoi est-ce que, humblement, on ne peut pas revenir avec le test devant les acteurs et puis s'entendre sur la mouture qu'il faut? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à éviter des troubles à l'ordre public, comme le dit bien évidemment le document. Texte, ouais. Mais ce document, tel qu'en l'état actuel des choses, peut quelque part aussi amener des gens à créer un certain trouble. Comment pas forcément dans les... Non, mais en se plaignant déjà. En se plaignant déjà, en mettant déjà, comment on appelle ça, cette ordonnance-là, en la décriant déjà à longueur de journée. Est-ce qu'ils disent, comme je le dis, ça repose sur des faits, à la lumière de la loi que nous-mêmes, dont on s'est doté nous-mêmes. Donc cette base-là, on peut dire quelque part, il y a un conflit avec la loi. Faut qu'on aille, pour moi, je pense, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours revenir et puis envoyer. Ce d'autant plus, je le répète, ce d'autant plus que si l'ordonnance, comme on le dit, a été signée paraphée par le chef de l'État, comme le nom l'indique, aujourd'hui, il est majoritaire au Parlement. On fait passer ça à la loi tranquillement et puis on l'a fait voter. Moi, pour moi, ça, on légifère, on finit dessus. Mais deuxième, la question que je vais poser maintenant à M. Sémian, oui. Les échanges qui ont commencé à avoir lieu depuis 2019, comme il l'a évoqué, jusqu'à ce que 2022, il y ait finalement, je vais dire, blackout total. Où les échanges s'étaient arrêtés, sur quel point ils s'étaient arrêtés, et puis aujourd'hui on vient de découvrir cette ordonnance. Est-ce que les discussions avaient évolué? On avait déjà une première mouture d'un avant-projet ou non? Il faut qu'on ait cette idée. Très bien. Monsieur Sémian, rapidement en réponse, parce que pour que tout le monde puisse parler. Non, nous n'avions pas de mouture finalisée d'avant-projet, c'était des discussions. Des points sur lesquels nous étions d'accord, parce que quoi qu'on dise, il faut reconnaître qu'il y a aussi du bon dans l'ordonnance. Hein? Faut pas faire preuve de mauvaise foi. Voilà, faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il y a aussi du bon dans l'ordonnance. Hein? Donc, il y a des choses sur lesquelles on s'était entendu, mais d'autres sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que on était tombé d'accord que c'était un projet de loi. Donc, toutes les contributions et inputs qui avaient été faits pour nous, le ministère se repliant allait nous revenir en disant, à travers un atelier de validation, voilà en fait, de l'avant-projet, voilà en fait avec votre contribution, avec tout ce que vous avez eu à mettre à l'intérieur, voilà ce qui nous paraît être le reflet de l'économie de nos réflexions. Mais c'est ça qui n'a pas été fait. Et on découvre même des points qui avaient été contestés au cours des concertations qui se retrouvent affirmés de manière péremptoire dans l'ordonnance. Pour ma question, tout à l'heure, il avait dit qu'il y avait d'autres points essentiels qui étaient des points à discussion. D'achoppement, oui. D'achoppement. Je voudrais que quand même, on est devant la télé, qui revienne sur ces points-là. Bon, alors, on va juste les égrener rapidement, Monsieur le Président, les autres points d'achoppement qui sont liberticides, dans cette ordonnance. Ok, merci. Je voulais revenir sur un point important qui est celui que, en réalité, il nous apparaît important d'insister sur le fait que le test sur la société civile doit s'inscrire dans la continuité de ce que la Constitution avait dit. Pour en revenir sur un point de forme, je regarde encore la Constitution. Prenez l'article 102 de la Constitution. L'article 102 définit ce qu'on appelle les lois organiques. Les lois organiques qui établissent donc le fonctionnement des institutions, des structures et systèmes qui sont prévus dans la Constitution. Alors, dès l'instant que la société civile est consacrée dans la Constitution, comme faisant partie du système politique, comme une institution, je ne dis pas comme une institution, mais comme une structure et un système dans la Constitution, nous sommes fondés à demander une loi organique, madame. Vous comprenez? Bien sûr. Nous sommes également fondés à demander une loi organique. Voilà donc un point qui nous apparaît important. Alors qu'on est en droit de demander une loi organique, on nous ramène à une ordonnance. Ça veut dire qu'on a reculé. On ne peut pas vouloir améliorer une loi et puis on prend une ordonnance. Du coup, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui, sur les 64 dernières années, parce qu'on a travaillé sur l'empire de la loi de 1960, de 1960 à 2024, qu'est-ce qui n'était pas urgent, qui soudain devient urgent pour qu'on adopte une ordonnance? La lutte contre le terrorisme, peut-être? Oui, mais on a déjà une législation en matière de terrorisme. Pour vous, ça suffit?
On peut amender cette législation, prévoir, s'ils veulent bien, un contrôle, n'est-ce pas, pour les ONG, mais le texte qui réglemente la façon dont les ONG doivent travailler en Côte d'Ivoire ne peut pas être le sous-bassement de la lutte contre le terrorisme. Ce lien qui est fait est choquant. Et je voudrais répondre à une question. Pourquoi nous avons saisi le rapporteur spécial? Ça, c'est fondamental pour nous. Oui, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Voilà, pourquoi nous avons saisi? Alors, il faut d'abord savoir c'est qui un rapporteur spécial. C'est qui un rapporteur spécial? Vous savez, en droit de l'homme, il y a ce qu'on appelle cette grande summa divisio dans le système de protection des droits de l'homme des Nations Unies, entre les organes de la charte et les organes des traités. Un rapporteur spécial, il fait partie des organes de la charte, notamment du Conseil des droits de l'homme, dont la Côte d'Ivoire a été membre. La Côte d'Ivoire a été membre du Conseil des droits de l'homme à 3 reprises. Oui. Donc la Côte d'Ivoire a contribué à la désignation de ces experts-là. Tout à fait. Les rapporteurs spéciaux, notamment les rapporteurs thématiques, sont là pour veiller à ce que l'étendue des libertés telles que contenues dans les instruments internationaux des droits de l'homme, auxquels les États sont partie prenante, n'est-ce pas, soit respectée. La Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions internationales, mais à travers cette ordonnance, on voit une mauvaise compréhension de la liberté d'association. À quoi devrait donc s'attendre ici en Côte d'Ivoire, justement, de ce rapport qui est parti, les conclusions? Qu'est-ce qui pourrait... Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Le rapporteur spécial a été saisi, sur la liberté d'association, a été saisi concernant le cas de la Tunisie et de l'Angola, il n'y a même pas un an, qui avait adopté des lois identiques que celles que l'ordonnance, c'est-à-dire des lois qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, la liberté d'association. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le rapporteur a fait une communication à ces États pour les rappeler à l'ordre. Les rappeler à l'ordre pour leur dire non, ça ne cadre pas avec vos engagements internationaux. D'ailleurs, vous n'avez pas à mettre en lien la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, à mettre ça en lien avec, n'est-ce pas, la réglementation. Ces États ont-ils donc suivi? Ces États sont dans des processus de révision, n'est-ce pas, de ces lois pour tenir compte des observations du rapporteur spécial. Et ce, d'autant plus que la Côte d'Ivoire passe le 5 novembre prochain à l'examen périodique universel, qui est la plus grande revue mondiale en matière de droits de l'homme. Le 5 novembre prochain, et nous y serons tous. Ce discours-là, si vous voulez, cette question sera, n'est-ce pas, abordée au cours de l'examen périodique universel. Donc vous voulez nous dire ici que la Côte d'Ivoire a tout intérêt à revoir sa copie? Mais c'est de façon citoyenne que nous le disons. Et c'est même dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire elle-même, pour s'éviter une humiliation inutile. Est-ce qu'en l'état actuel de l'évolution démocratique qu'on connaît, c'est cette, si vous voulez, vision de la société civile qui doit être présentée? Très bien. Madame, ça ne fait pas joli à voir. Un État qui a été membre du Conseil des droits de l'homme, un État qui se présente aujourd'hui comme étant un État qui a fait des progrès. Bien sûr, il y a des choses à dire, mais qui a fait quand même des progrès, quoi qu'on dise, et qui se dote d'une législation pareille sur la société civile, non, ça ne va pas. Marius Komoé, alors vous avez mis le pied dans le plat, vous avez expliqué la situation, mais j'aimerais vous entendre, même si vous n'êtes pas signataire quand même, j'aimerais vous entendre sur la question. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire volte-face? Non, dans les faits, les organisations de la société civile sont solidaires de l'action de leurs compères dans toutes les sphères de décision. Et bien évidemment, cette action initiée par 5 organisations de la société civile que nous suivons à travers notre plateforme commune nous permet d'évoquer donc... et d'ailleurs, on parle d'ordonnance, mais on ne cite même pas encore l'ordonnance. Alors, il s'agit de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative donc aux organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Et cette ordonnance, à dire vrai, présente dans certains de ses aspects, dans certaines de ses dispositions, un certain nombre de violations des règles, des libertés octroyées déjà par à la suite de hautes luttes par les organisations de la société civile. Et donc, c'est à juste titre qu'ensemble, certaines organisations ont jugé nécessaire de porter à la connaissance donc, des instances internationales leur récrimination. Mais en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous disposons d'une loi. D'une loi sur la consommation qui régit notre fonctionnement, au-delà donc de la loi sur les associations. Très bien. Alors, on a terminé l'émission. Juste un point. Mais oui, bien sûr, vous allez faire une précision de quelques Voilà, puisque vous avez posé une question tout à l'heure, apparemment, j'ai sans doute survolé. Quels sont les autres points? Regardons déjà l'article 1er. Non, on ne pourra pas tous citer les autres points, malheureusement. Nous sommes, les organisations de la société civile doivent être apolitiques, on est d'accord. On ne doit pas avoir de lien avec les partis politiques. La notion de lien mérite d'être précisée, parce que c'est quoi un lien avec les partis politiques? Dans notre travail, on est amené à collaborer avec tous ceux qui occupent l'espace civique et démocratique. Vous ne devez pas être partisan, peut-être? Non, non, non. Apolitique, on est d'accord, on n'est pas partisan. Mais le lien, ça veut dire quoi? Parce que le tout est assorti de sanctions pénales. Est-ce que le lien, c'est parce que j'ai une campagne de plaidoyer, je m'en vais voir tel parti politique, ou bien je m'en vais rencontrer tous les acteurs politiques, c'est ça un lien?
À l'effet d'instruire les militants, assurément. Et si vous prenez par exemple pas un meeting politique d'un parti politique... Vous êtes invité... Non, ça c'est tout autre chose. S'il vous plaît, il faut préciser. C'est pourquoi je demande. Oui, il faut préciser parce que, comme le texte est assorti de sanctions pénales, le droit pénal, il brille par sa clarté. Absolument. Vous comprenez? Absolument. Alors, est-ce que parce que je sors de la maison du PDCI, comme je crois qu'il y a un militant politique qui a été arrêté d'un parti politique, est-ce que parce que je sors de cette maison, est-ce que ça voudra dire que ça mérite d'être précisé? Pourquoi? L'espace civique et démocratique, il est occupé par qui? Le premier acteur, c'est l'État.